Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comment mieux encadrer les formations d'études supérieures? Après les révélations concernant le privé lucratif, Emmanuel Grégoire, député PS de Paris, propose une loi pour encadrer ce secteur. On en parle avec lui dans la première partie de notre émission. Le rapport haine-amour que l'on entretient avec sa famille, des liens du sang qui ne sont pas des liens choisis, mais avec lesquels il faut composer. Eh bien, c'est le thème de l'album Les Gugus en vacances. On en parle avec son autrice en seconde partie de notre émission. Dans son panorama cette semaine, Adrien Fontenot vous parlera de la folie Wes Anderson à l'occasion de la première exposition consacrée à l'œuvre du réalisateur. Mais avant cela, place à l'actu avec Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec ce large entretien de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris au micro de RMC. Beaucoup de sujets abordés ce matin. D'abord sur cette école maternelle à Saint-Ouen où on vous en a parlé. Elle a été délocalisée à cause du trafic de stupéfiants qui prolifère autour de l'établissement. Vendredi dernier, juste avant le début des vacances scolaires, c'était le dernier jour de classe pour ces élèves. Où en est-on depuis la mise au point du préfet de police de Paris ? C'est 4 classes qui ont été transférées, qui étaient 4 classes qui se trouvaient au plus près effectivement de ce point d'île. Il y avait eu des jets de cocaïne à 2 reprises et un jet de protoxyde d'azote plus récemment qui avait conduit le maire à prendre cette décision. On continue évidemment à travailler sur tous les points d'île, partout sur le territoire national. Partout dans l'agglomération parisienne, vous vous rendez compte de ce que et ça en particulier à Saint-Ouen. Non. Laurent Nunez, c'est-à-dire que l'idée que c'est les enfants qui ont dû déménager et pas les dealers. Oui, enfin, les dealers, on est en train de les faire déménager, on tape tous les points. Ceux qui veulent engager des polémiques, effectivement, ça marque les esprits. On déplace 4 classes, c'est pas la République qui recule. C'est pas la République qui recule. Disons que ce soit utilisé c'est quand même l'image que ça donne. Oui, mais que ce soit utilisé à des fins de polémique politique, ça je peux le comprendre. Et que moi-même, ça m'a évidemment, je suis pas très content de cette situation. Ça se voit pas toujours. Est-ce que vous avez une idée du moment où ces classes vont pouvoir revenir? Mais le plus rapidement possible. Voilà, on continue à travailler. Vous savez, on est présent sur ce point de deal. À Saint-Ouen, il y en avait 7 en 2020. Il y en a plus que 3. Dont 2 réellement qui fonctionnent et qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer par 4. Donc on est quand même très présent. Lundi encore, on a interpellé 4 vendeurs sur Aragozola, qui est le point de deal en question de Saint-Ouen aux abords de l'école. Lundi, 4 dans la journée. D'ailleurs, je félicite les fonctionnaires de police qui font un travail déterminé. On en viendra à bout. Et d'ici à ce que les forces de l'ordre et l'État en viennent à bout, la rentrée du 28 avril, dans 10 jours, ne se fera donc pas à l'école du Passage Elisabeth. Les 4 classes seront donc déplacées à l'école Zola et à la crèche Montmousseau, plus loin dans le quartier. On continuera évidemment de suivre ce dossier. Autre point abordé par Laurent Nunez, la hausse constante et inquiétante des violences chez les mineurs. Les phénomènes de rixe entre bandes rivales se multiplient, parfois même aux abords des écoles et plus seulement à main nue. Le préfet de police de Paris est revenu sur la mise en place des fouilles de sacs à l'entrée des établissements scolaires, une mesure annoncée par l'Éducation nationale fin février et qui porte ses fruits. Écoutez. La délinquance des mineurs, c'est 10% des mis en cause. Donc souvent, on donne des chiffres plus élevés, c'est 10%. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on les retrouve en revanche impliqués dans des faits assez graves. Les cambriolages, c'est 1/3 sont commis par des mineurs. Les vols-violences, 1/3 sont commis par des mineurs. Il y a les affrontements entre bandes. 80% mais pour l'instant, on a l'impression mineurs. Que votre réponse, elle est surtout dans la pédagogie, avec il y a eu des flyers, des fouilles, mais qui ne sont pas encore systématiques. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Non, on fait des fouilles. Les fouilles, ça fait partie des mesures qu'on met en œuvre. Non, on n'est pas que dans la pédagogie, on est dans la présence de voies publiques. Pour les phénomènes de bande, on essaie de les détecter, on évite de nombreux affrontements. Il y a les mesures qui ont été décidées par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Éducation nationale, de fouilles renforcées aux abords ou à l'entrée des établissements scolaires. Donc non, on a des mesures... Et ça porte ses fruits? Est-ce que dans ces fouilles, vous avez trouvé des couteaux? Non, pas encore, mais elles sont très dissuasives. Ça veut dire aussi qu'on est dissuasif. Voilà. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils renoncent à mettre le couteau dans le sac. Non, c'est pas un sujet qu'on a... La violence des mineurs, c'est un sujet qui est très compliqué. Il faut aussi intégrer que la police ne peut pas tout. Ces violences que la préfecture souhaite prévenir et encadrer au maximum, mais ces violences qui s'exportent aussi, et la foire du trône en a fait les frais. Cet événement traditionnel qui est ouvert au public depuis le 4 avril continue de réunir les foules, petits et grands, avec un large succès cette année sur les 2 premières semaines, mais une image ternie aussi ces derniers jours. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre forains et jeunes, de quoi s'inquiéter avant le week-end de Pâques. Effectivement, il y a 3 ou 4 jours, il y a eu des rixes entre des bandes de jeunes et des forains.
puisqu'il y avait des jeunes qui commettaient des actes de prédation, enfin qui piquaient ces cadeaux qui sont offerts par les forains dans le cadre de jeux. Bon voilà, il y a eu quelques affrontements. Nous sommes intervenus tout de suite. Donc on a interpellé une personne et dès le lendemain, on a immédiatement rehaussé le niveau de sécurité sur la foire du trône, puisqu'un certain nombre de jeunes voulaient venir en découdre avec les forains. Donc voilà, on a renforcé le dispositif. Est-ce que vous dites, ce matin aux familles qui envisageraient d'y aller pendant ce week-end de Pâques? Il y a eu 9 interpellations dès le lendemain de jeunes effectivement qui voulaient en découdre avec les forains. Tout ça est réglé, on est présent et donc pour le week-end de Pâques, moi je dis que évidemment la foire du trône se déroulera dans les plus grandes conditions de sécurité. Voilà pour cet entretien avec Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Dans le reste de l'actualité, on continue de parler de ces abus dans les écoles catholiques avec cette information de nos confrères du Parisien. Des personnalités soupçonnées d'être impliquées dans de nombreux scandales poursuivent leur activité sans être inquiétées. L'un des plus connus, Claude L, ou le Crabe, comme il est surnommé, continue à plus de 80 ans de célébrer la messe, des mariages et même des baptêmes. Tout cela malgré des accusations en série dans plusieurs établissements religieux. On rappelle que la présomption d'innocence domine, mais pour Jean-Marc Micas, l'évêque de Lourdes et Tarbes, la situation est très problématique. Pour demeurer ainsi, en apprenant qui il est, je n'ai que du dégoût, de l'horreur, de la honte. Je vais l'appeler de ce pas pour lui annoncer que je le mets en retrait de son ministère et je signerai un décret canonique pour officialiser cette suspension dans les plus brefs délais. Il va être mis hors circuit en attendant les conclusions de la justice. Monseigneur Micas qui demande également le pardon des victimes au nom du Crabe et des autres cas similaires. Parmi les nombreux exemples révélés par le Parisien, il y a aussi celui du prêtre Argouache, l'ancien directeur du pensionnat de Riaumont dans le Pas-de-Calais, est visé par une plainte pour agression sexuelle sur mineur avec 3 autres religieux. Des témoignages accablants et une enquête en cours qui n'empêcheront pas l'homme d'église de figurer au programme du pèlerinage 2025 de Luc sur Boulogne en Vendée, un événement annuel où il doit célébrer la messe au nom des enfants martyrs de la guerre de Vendée en 1794. Autant d'affaires qui ont éclaté depuis les révélations de l'affaire Bétaram, pour laquelle François Bayrou sera entendu le 14 mai prochain, on le rappelle. Une bonne chose pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il sera auditionné, la commission effectue ses travaux. Oui. C'est bien, c'est important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de souffrance et que les faits qui sont dénoncés par les victimes sont des faits très graves. Donc c'est important de regarder quel est le contrôle que... Alors vous savez, les commissions d'enquête ne s'intéressent pas aux faits précis, mais elles prennent un peu du champ. Et donc il faut savoir quel est le contrôle que nous exerçons sur les établissements privés scolaires. Et on reviendra évidemment sur ce dossier, toutes ces informations dans les prochaines éditions. Indignation toujours d'un autre niveau, celle d'enseignants et artistes en Nouvelle-Aquitaine. Début avril, plusieurs établissements scolaires qui proposaient des options artistiques facultatives dans la région ont été informés que celles-ci ne seraient plus subventionnées à partir de la rentrée prochaine. Décision prise par la Direction régionale des affaires culturelles rattachée au ministère de la Culture. Un plan social qui ne porte pas son nom selon Philippe Demoulin, délégué régional Nouvelle-Aquitaine pour le syndicat national des arts vivants. On va avoir une précarisation des compagnies de théâtre, ce qui va mettre en danger des emplois permanents. Il y a aussi des intermittents qui risquent de ne pas renouveler leur statut parce qu'ils n'auront pas assez d'heures de travail et qui tomberont dans les minima sociaux. Un coup de massue également pour Marc. Avec sa compagne, ce metteur en scène animait 3 ateliers théâtre dans un lycée de la région. Près de 120 heures par an qui vont être enlevées à lui et aux élèves. Ça vient de façon tellement brutale, il n'y a pas eu de concertation. On est comme des lapins pris dans les phares. Je vois la bouffée d'oxygène que peut représenter le théâtre pour des élèves en décrochage scolaire. Ce n'est pas le moment de supprimer tous ces sas alors que les élèves sont fragilisés par l'anxiété. Une triste nouvelle donc dans la région, mais des économies budgétaires pour le pays et le gouvernement qui cherchent désespérément des milliards un peu partout. On va terminer ce journal sur une note positive et une belle initiative au collège Antoine Grimoald Monet à Champais dans le Puy-de-Dôme. Depuis plusieurs mois, la direction de l'établissement a mis au défi ses élèves de 6e de se passer complètement des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Les enfants ont joué le jeu et les effets positifs se font ressentir. Plus de la moitié des 114 élèves concernés utilisaient les réseaux sociaux avant l'expérience, soit 50% des effectifs. Écoutez d'ailleurs à ce propos Sylvie Mouzeillard, la principale du collège, et Olivier Rogeau, le conseiller principal d'éducation. Sur les 50%, on est tombé à 7%. Les quelques élèves qui ont eu du mal à s'en passer ont réussi à le faire aussi parce qu'ils voyaient que leurs camarades jouaient le jeu, entraient dans ce défi et réussissaient ce défi. Ils ne sont pas encore complètement addicts. Je crois que ça a été assez facile de passer à autre chose. J'aurais attaqué ce challenge avec des 3e, je pense que j'aurais eu plus de difficultés.
Voilà, après les enfants, la direction espère maintenant que les parents prolongeront eux aussi l'expérience à la maison. L'année prochaine, l'établissement ira encore plus loin en interdisant totalement les smartphones au collège. Merci Adrien. On vous en a parlé sur ce plateau. Les dérives de l'enseignement privé à but lucratif sont au cœur des propositions de loi afin de mieux encadrer ce secteur. Notre invité est l'auteur de l'une d'elles, cette proposition de loi, et se saisit du dossier. On en parle tout de suite donc avec le député Emmanuel Grégoire. L'enseignement supérieur privé a connu une progression exponentielle, un véritable assaut des étudiants vers les écoles privées à but lucratif. Mais à quel prix, dans quelles conditions et surtout pour quels résultats? On va en parler avec le député Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député PS de Paris. Est-ce qu'il a fallu attendre la publication du livre de Claire Marchal, Le Cube, pour se saisir de cette problématique justement des dérives de l'enseignement supérieur, notamment privé à but lucratif? Parce que c'est une particularité. Alors, le livre de Claire Marchal est très utile parce que c'est un travail d'investigation poussé, mais il y avait eu déjà depuis plusieurs années des travaux de confrères à elle qui avaient souligné les dérives, les excès, les abus. Et donc, c'est vrai que je pense que les pouvoirs publics auraient dû agir plus vite pour réguler ce secteur. C'est un secteur qui a explosé quantitativement sous le double effet de l'augmentation du nombre d'étudiants lié à la courbe démographique du nombre de jeunes qui arrivaient en post-bac et deuxièmement à l'incapacité des pouvoirs publics de réguler l'augmentation du volume de l'apprentissage. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage sur la régulation d'un secteur qui a connu quand même un certain nombre d'abus inacceptables. Retard à l'allumage ou une volonté quand même de carrément fermer les yeux, en fait? Peut-être plusieurs éléments. D'abord, l'instabilité gouvernementale n'a pas favorisé la continuité d'action. Oui, mais ça, est-ce qu'on en a réuni un jour? C'est pas sûr. Hein. Non, et c'est vrai que ça relève aussi de la continuité de l'action de l'État et de l'administration. Deuxième chose, c'est vrai qu'on a pu observer parfois des intérêts croisés, une forme d'endogamie dans le secteur où des anciens responsables politiques sont allés travailler dans un certain nombre de ces structures. Écoutez, moi je ne veux pas pleurer sur le lait renversé, simplement il est vraiment temps d'agir. C'est dans l'intérêt d'abord de l'image de ce secteur, dans lequel l'immense majorité des acteurs sont des gens très bien, et dans l'intérêt des étudiants parce que les conséquences sont lourdes. Hein. Ce sont des vies quasiment cassées d'entrée parce qu'on accumule des dettes qu'on n'arrivera jamais à rembourser avec les salaires promis à la sortie qui ne sont pas conformes. C'est parfois des entre guillemets des voies fermées parce qu'on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait faire, mais on peut pas se dénouer du contrat qu'on avait. Bref, protéger ceux qui travaillent bien et sanctionner ceux qui travaillent mal. Oui, vous venez de dire des choses très importantes, hein, parce que c'est ce que rencontrent les étudiants. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans le livre effectivement de Claire Marchal, ce qui est décrit aussi avant, vous l'avez dit, par d'autres confrères journalistes. C'est cette problématique dans laquelle sont les étudiants. Vous dites dans l'actualité que, chez un de mes confrères, la bataille de l'économie de la connaissance n'a jamais été aussi d'actualité. Du coup, la question se pose de la rentabilité. Est-ce qu'on peut associer l'éducation à la rentabilité ? Je ne crois pas. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est difficile d'articuler les deux. D'abord, un système d'enseignement supérieur, il a vocation, dans un financement collectif, de préparer l'avenir, d'armer le pays pour préparer les jeunes à s'insérer dans le monde du travail, pour essayer de faire porter aussi des orientations vers des enjeux stratégiques de l'avenir. On parle beaucoup du digital, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un regard assez critique sur le principe même philosophique d'avoir des activités lucratives dans un secteur d'enseignement supérieur. Après, je ne suis pas non plus un ayatollah, moi je ne veux pas non plus interdire pour interdire. Dès lors que la qualité est au rendez-vous et qu'il y a une forme d'adéquation entre le prix et le service qui est rendu, c'est pas à moi d'en juger, c'est aux parents et aux étudiants candidats. Simplement, il faut plusieurs conditions. D'abord, il faut que, notamment Parcoursup, soit un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir faire confiance à Parcoursup sur l'assurance que lorsqu'on est inscrit sur Parcoursup, eh bien, on a un enseignement de qualité derrière. Ce n'est pas toujours le cas. Donc vous proposez une certification pour cela, une sorte de brevetage? Oui, enfin, je souhaiterais que les gens qui doivent le faire le fassent, parce que c'est déjà prévu normalement. Normalement, il y a déjà des mécanismes. Et comme ce n'est pas fait. Et tout le paradoxe, c'est que dans le secteur public et dans une partie du secteur privé, notamment ce qu'on appelle les ESPIG, les établissements privés mais d'intérêt général, il y a un surcontrôle, c'est une surnormalisation dans un certain nombre de secteurs. Ou à l'inverse, dans un certain nombre d'acteurs privés lucratifs, ils sont quasiment libres de faire ce qu'ils veulent dans les conditions qu'ils veulent. Il faut comprendre que ce qu'il se joue, c'est évidemment d'abord des prix trop chers de scolarité par rapport à la qualité
de l'enseignement et ensuite au salaire qu'on a en sortie. La deuxième chose, c'est des engagements pluriannuels aujourd'hui qui ne permettent pas de changer de voie, qui ne permettent pas, si on n'est pas content de sortir, etc. Et troisième chose, c'est même encore plus scandaleux, c'est une forme de fraude où on promet des diplômes qui n'ont parfois même pas de valeur légale. Et donc, quand on se rend compte de ça, il est souvent trop tard, on a souvent signé des contrats, et donc c'est ça qu'on va venir, avec cette proposition de loi, essayer de dénouer, donner plus d'armes aux étudiants pour s'en sortir et tout, et puis rappeler quelques principes généraux qu'il faut s'informer avant de s'inscrire. Faites des recherches internet, demandez des conseils à des enseignants, allez essayer de contacter par les réseaux sociaux d'autres étudiants ou des élèves que vous avez identifiés comme ayant fait ces cursus. C'est souvent un choix assez structurant pour la vie et pour l'avenir, et puis pour le fait de s'assurer que quand on met parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des écoles, on a au moins l'assurance que ça sert à quelque chose. Alors bien sûr, plus ça coûte cher, forcément plus c'est rageant, mais même si ça coûtait ne serait-ce que 500 € l'année, ce serait déjà rageant d'imaginer, et c'est ce qui est décrit dans le livre de Claire Marchal, que les cours par exemple sont surchargés, ils font rentrer un maximum d'élèves pour pouvoir, on l'imagine, avoir un maximum de rentabilité, des aménagements qui sont vétustes, des professeurs aussi qui sont disqualifiés, des professeurs qui n'ont pas les compétences énoncées ou dites ou qu'on pourrait imaginer pour de telles écoles, et notamment le groupe qui est visé en l'occurrence dans le CUP, qui est le groupe Galiléo. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, bon, moi je ne suis pas de groupe, c'est pas mon travail, je suis ni journaliste ni juge, ça c'est le travail des autorités de tutelle, et Galiléo a des progrès à faire sans doute, mais c'est pas le seul concerné. Il y a aussi des toutes petites écoles, pas du tout connues, qui sont vraiment potentiellement aussi des arnaques. Ce qui est certain, c'est que le débat sur la qualité de l'enseignement, c'est nombre de professionnels qui y interviennent. Les écoles font parfois beaucoup appel à des professionnels, des gens qui travaillent dans le privé ou dans le public, mais qui viennent comme intervenants. Et je crois important que dans un cursus de formation initiale, les élèves puissent se confronter à des témoignages de professionnels qui viennent leur expliquer comment ça marche dans la vraie vie, etc. Mais le cœur pédagogique ne peut pas reposer là-dessus. Le cœur pédagogique, il doit reposer sur des enseignants diplômés, qui ont été contrôlés pour ça, qui ont une expérience, qui ont validé des processus pédagogiques. Il ne s'agit pas seulement d'être intelligent ou d'avoir des choses à raconter, il s'agit de savoir comment on les raconte, comment on fait en sorte que ça serve utilement les étudiants. Et donc, c'est pas dans la proposition de loi, mais incontestablement, un jour, il faudra se poser la question, c'est quoi la bonne proportion entre des enseignants professionnels, on va dire, et puis des intervenants extérieurs qui vous viennent, et c'est utile, témoigner de leur expérience. Ce qui est déjà le cas, des conférenciers et autres, il y en a dans beaucoup d'écoles aujourd'hui. Y compris des écoles dites très sérieuses, et dans le des public enseignants-chercheurs, des enseignants professionnels, et font par ailleurs appel à des professionnels pour venir expliquer et faire le lien entre ce qu'est l'enseignement académique et la formation initiale et ce qu'est l'insertion ensuite professionnelle et ses enjeux. Mais il faut évidemment qu'il y ait un dosage. Il y a des écoles qui effectivement n'ont pas de vrais enseignants au sens traditionnel du mot, et c'est incontestablement un gros soupçon sur le manque de qualité de l'enseignement qui est donné. On parle des élèves et des familles, mais il y a aussi les professeurs qui sont visés, parce que lorsqu'on emploie en fait des professeurs en freelance, forcément c'est possiblement moins coûteux, donc c'est aussi toute une profession qui est malmenée. Oui, c'est une profession qui est malmenée, et d'ailleurs, encore une fois, moi je ne condamne pas ceux qui font des interventions dans les écoles, c'est très bien, c'est très utile. Mais effectivement, c'est au détriment d'enseignants qui ont été formés pour ça, qui sont engagés sur des formations parfois longues, ça peut être des doctorats, ça peut être des agrégations, etc. Bref, ce qui assure que l'enseignant a été formé non seulement à un savoir dont il a la charge de transmission auprès des élèves, mais également qu'il a appris à apprendre, il a appris à faire apprendre, il a appris à expliquer, à donner de cette disponibilité individuelle. Et c'est vrai que quand vous êtes sur des classes surchargées avec des enseignants dits vacataires et pas professionnels, et que vous avez très peu de liens interpersonnels, la qualité de l'enseignement n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est le cas problématique globale dont il est la responsabilité des autorités de contrôle de l'évaluer et, le cas échéant, de sanctionner, auxquels s'ajoutent les dérives les plus graves, de coûts totalement disproportionnés par rapport aux enseignements qui sont délivrés, et deuxièmement, des fraudes au diplôme. Des fraudes au diplôme, oui, c'est quand même très important, et c'est dans ce cadre d'ailleurs que vous proposez de légiférer avec cette proposition de loi. Vous l'avez dit, on a attendu bien trop longtemps pour le faire, et tant mieux si vous le faites aujourd'hui. Vous parlez des droits de réservation, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces droits précisément, parce que je pense que le grand public n'est pas au fait. Non, n'est pas au fait, et d'ailleurs c'est l'occasion de l'expliquer, de ne pas tomber dans le piège. Les droits de réservation, il ne s'agit pas d'avance sur les frais de scolarité. Les droits de réservation, c'est vous payer parfois plusieurs centaines d'euros, parfois plusieurs milliers d'euros, pour le simple droit
De postuler, avec la quasi-assurance d'ailleurs d'être pris, mais vous commencez par dépenser 3 000, 4 000 euros ou quelques centaines pour les moins chers. Ce sont ces prix-là. Ah ouais, c'est vraiment extrêmement cher. Et sachez que ça, d'abord, on va l'interdire avec la proposition de loi si on l'amène au bout. Et deuxièmement, c'est vraiment pas un bon signe. C'est vraiment pas un bon signe. Donc on veut interdire les droits de réservation. Mais surtout parce que, en fait, pardon, mais pour aller jusqu'au bout, ces droits de réservation, ils ne vous garantissent pas l'accès. Non. Alors, ils ne garantissent pas juridiquement l'accès. La réalité, c'est que généralement, quand on paye des droits de réservation, on a la place après. Mais c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est le signe qu'on vous prend dans la poche à tous les niveaux. Et à ne pas confondre avec ce qu'on appelle des arts ou des avances. Oui. Où, en gros, quand vous réservez une place, on vous demande de payer à l'avance une partie de votre scolarité pour être à peu près sûr que votre engagement, il est sérieux. Ça, il n'est pas question de les interdire. C'est un sujet dont on a besoin pour faire fonctionner correctement les établissements. Mais ce sont deux sujets distincts. Je vous le dis comme je le pense, on frôle l'escroquerie de façon très claire. Alors évidemment, encore une fois, on ne pointe pas un groupe, malgré qu'on ait mentionné le Cube, le livre de Claire Marchal, mais il y a plusieurs groupes, plusieurs écoles qui peuvent être mentionnées, malgré quand même des écoles très prestigieuses, parce que si on cite juste Penningen par exemple, ou d'autres qui font partie de Galiléo, on sait à quel point elles ont quand même une réputation. À savoir ce qu'il en est, c'est aussi le cadre qui légifère, mais aussi qui contrôle, et c'est là où peut-être il y a eu des absences, ou en tout cas des problèmes, et j'aimerais justement votre avis sur la question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'absence de contrôle ou pas assez de personnes pour contrôler ces établissements? Alors, c'est un mélange de plusieurs choses. La première chose, vous avez raison de dire que dans ces groupes qui parfois ne se comportent pas de façon vertueuse, il y a aussi des filières extrêmement qualitatives, de très grande notoriété, sur lesquelles les taux d'insertion professionnelle sont très élevés. Oui. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ça. Et d'ailleurs, de leur dire qu'ils abîment parfois leur propre image avec des activités plus gazeuses, plus périphériques, mais qui font peser un risque d'image sur l'ensemble des activités. La deuxième chose, c'est que c'est un marché qui a attiré l'appât du gain, qui a été vraiment structuré par l'appât du gain depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous l'effet de la croissance démographique, du développement très rapide, eh bien, des gens qui avaient de l'argent se sont dit « Tiens, c'est marrant, on va pouvoir faire de l'argent ». Et quand vous abandonnez un secteur aussi essentiel d'une certaine manière, à sa financiarisation, pour le dire plus crûment, à la prédation du marché, eh bien, vous avez l'écueil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le réflexe n'est plus de faire de l'enseignement supérieur, le réflexe, c'est de faire de l'argent. Et donc, vous avez tous les dérives qui peuvent aller avec. Et donc, c'est pour ça qu'il faut remettre les outils pour l'encadrer. Est-ce qu'il y a eu un défaut de contrôle? Oui et non. Oui, parce que vous avez raison, il faut des gens pour évaluer, mais non, parce qu'il manquait un certain nombre, mais c'est un impensé absolument incompréhensible. Là aussi, je suis un peu dubitatif sur le pourquoi et comment c'est tout ça. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de mesures de sanction vraiment efficaces. C'est l'un des objectifs de la proposition de loi, c'est que quand on a une instance de contrôle. Elles sont diverses et variées. Ça peut être la direction de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Ça peut être la Cour des comptes, ça peut être une juridiction juridiction de la justice, qui va regarder ça. Ça peut être le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ça peut être les services de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation. Bref, tous des corps qui sont chargés de contrôler ces organismes, que ce soit des centres de formation et d'apprentis, que ce soit des établissements d'enseignement supérieur privé lucratif, ils ne disposent pas aujourd'hui, c'est un impensé législatif, des outils pour sanctionner. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu comme comportement? Des outils juridiques, Oui, exactement, les outils juridiques. On constate par exemple des infractions aux règles de contractualisation, mais il n'existait pas d'outils vraiment efficaces et posés pour sanctionner. Donc la loi va venir corriger, la proposition de loi que j'ai faite va venir corriger ça. Donc se posera la question après le vote de cette proposition de loi. Des moyens qui sont affectés à la mise en œuvre de cette loi, et ça passera par des moyens pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail, parce qu'il y a aussi ce volet-là sur l'apprentissage. C'est vraiment un segment croisé. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à mon avis, le secteur a été pas assez régulé, c'est qu'il est un peu à cheval entre la gouvernance, on va dire, des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et de l'autre côté, des activités d'insertion dans l'emploi, et notamment de la compétence du ministère du Travail. Et que dans cet entre-deux, donc on se relance un peu à la patate chaude, c'est ça? Exactement. Et enfin, en tout cas, personne, c'était pas très clair qui devait faire quoi, qui devait contrôler. Pareil. Et on a, par exemple, des établissements qui ont été créés, qui ont été contrôlés plusieurs fois par des organismes différents, mais qui n'ont pas le droit de se parler entre eux pour des raisons légales. On va essayer de corriger ça aussi.
Et par contre, certains qui échappent totalement au contrôle. Et on a assisté à des choses vraiment très choquantes. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de procès d'écoles qui ferment en cours de route parce que, pas forcément de mauvaise foi, mais des gens ont créé une école du jour au lendemain, ont inscrit et puis ont fini par boire le bouillon et les élèves se sont retrouvés en carafe avec une école qui ferme et la perte de leurs frais de scolarité. On a le cas d'activités frauduleuses où les écoles ont disparu et on a vu les mêmes personnes en recréer d'autres ex nihilo sans qu'il y ait de sanctions et de suivi dans la durée de ces incapacités à reproduire ces mêmes erreurs. Et donc on va essayer de venir mettre un peu d'ordre dans tout ça. D'accord, mais les outils juridiques dont vous parlez, c'est-à-dire que la proposition de loi, j'ai compris, va amener cela. Mais pourquoi ça n'avait pas été fait avant et pensé avant? Je sais bien que certainement c'est vous qui êtes pour beaucoup, mais je veux dire, j'imagine que vous n'êtes pas le seul à être choqué par ce qui se passe. Non, je ne suis pas le seul. Je crois que beaucoup d'acteurs de l'enseignement supérieur, public et privé, sont très choqués de ce qu'ils ont observé ces dernières années, n'ont pas très bien compris pourquoi il n'avait pas été donné suite plus vite à ces sujets-là. Sur le pourquoi du comment, des gens s'y pencheront sans doute un jour. Moi, ce que je veux souligner, c'est l'urgence à le faire maintenant. L'urgence, donc les sanctions allant jusqu'à des peines de prison. Exactement, en fait, c'est des sanctions, on va dire... Il faut comprendre que l'enseignement supérieur privé, notamment lucratif, même si la définition légale n'est pas très claire, et c'est aussi l'un des objets sur lesquels il faudra travailler dans les années qui viennent, c'est plus du droit commercial en réalité. C'est du commerce, une forme de liberté d'exercice. Laurent Batch, un ancien et émérite président de l'université Dauphine, avait une expression qui est très vraie. En France, c'est plus facile d'ouvrir une université qu'ouvrir une boulangerie. Il y a plein de secteurs économiques qui sont normés. On s'assure, avant que vous soyez... Quand vous voulez ouvrir une boulangerie, il faut être boulanger. Quand vous voulez ouvrir un salon de coiffure, il faut être coiffeur. Quand vous voulez ouvrir une université, il faut être rien. Il n'y a pas grand-chose à avoir en réalité. Il y a une condition d'âge, une condition d'enregistrement, mais vous pouvez ouvrir votre université. C'est un vieux héritage législatif entre la jeune Troisième République naissante et l'enseignement supérieur de l'époque qui était essentiellement catholique. Et donc, en gros, on ne s'embête pas les uns les autres et on se laisse... Et c'est un secteur qui n'a pas été modernisé. Il a été ultra normé, ultra durci dans le secteur public et le privé non lucratif. Et il reste encore beaucoup trop fragile et modeste dans le secteur privé dit lucratif. Et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler, c'est de s'assurer que quand on ouvre une université, quand on prétend créer un établissement d'enseignement supérieur, eh bien, on est diplômé pour l'être et on donne des garanties de compétences pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au regard du droit actuel. Vous avez parlé des moyens, évidemment. On est souvent aussi ramené à cette question des moyens. Et puis, cette question sur le financement de l'enseignement supérieur se pose forcément sur la répartition des moyens. On a beaucoup mis en opposition le public et le privé, notamment pour le primaire et le secondaire. Est-ce que finalement, allouer davantage d'argent pour le public permettrait aussi peut-être de remettre à niveau ce type de situation de dérive? En fait, c'est absolument indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Il faut comprendre pourquoi le privé lucratif a tant monté par rapport au public. C'est que le public, il ne génère pas de ressources ou très marginalement par des frais de scolarité. Et donc... pour pouvoir accueillir plus d'élèves, il a besoin que la puissance publique lui donne plus d'argent. Sinon, il ne peut pas accueillir plus. C'est des capacités saturées de locaux, de recrutement d'enseignants, d'accueillir mieux. Le privé, lui, il s'en sort différemment. C'est-à-dire qu'il facture des frais de scolarité et grâce à ça, il loue des locaux, etc. Et où il y a une forme de petit abus, c'est que beaucoup du cœur de business de cette activité repose sur les contrats d'apprentissage. Or, les contrats d'apprentissage, c'est un financement public. C'est pas un financement public par les budgets dits de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais par les filières du financement de l'accession à l'emploi, les budgets du ministère du Travail. C'est des enjeux sur les années qui viennent de s'écouler, pas loin de 100 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Et donc, d'une certaine manière, des petits malins ont trouvé un moyen d'utiliser, de capter de l'argent public par ces filières d'aide au contrat d'apprentissage. Encore une fois, moi, je suis un grand défenseur de l'apprentissage. Donc, je ne veux surtout pas qu'à l'occasion de ces débats, il soit fait procès de l'apprentissage. Mais en revanche, il faut faire en sorte que personne n'utilise indûment ces financements publics pour faire autre chose que bien former la jeunesse à s'insérer dans l'emploi. Et donc, il va falloir revoir tout cela. Des acteurs sont très malins pour avoir découvert un peu les failles du système et les avoir exploitées. Mais comment maintenir, du coup, la définition, l'engagement de enseignement supérieur à but lucratif? Parce que si on
on maintient le but lucratif, comment justement pouvoir pallier la première chose, c'est que quand on paye un service, quand on parle d'enseignement supérieur privé lucratif, c'est des gens qui vendent une prestation, et ils ont intérêt que les gens en soient contents, sinon ils n'ont plus de clients. Je vais résumer ainsi. Mais ça, ce qui peut s'entendre, on est d'accord. Oui, ça peut s'entendre. Je vous dis, c'est pas mon modèle, c'est pas celui que je défends, mais je suis pas pour l'interdire. Il y a des filières entières qui fonctionnent comme ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on vient faire avec la loi. C'est vraiment, il y a le premier article travaille sur le sujet de la contractualisation. Il propose 3 choses. L'interdiction des droits de réservation. Deuxièmement, il propose d'augmenter le délai de rétractation des étudiants. Parce que quel est notamment l'un des pièges, c'est y compris comme ça que j'ai identifié le problème il y a déjà plusieurs années, d'élèves qui s'inscrivent dans une école avec la promesse qu'ils vont trouver une entreprise qui va payer leurs frais de scolarité dans le cadre de contrats d'apprentissage, et venant la date butoir pour trouver son entreprise, appelle à l'aide en disant est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un terrain d'apprentissage, etc. J'ai pas de réseau, j'ai pas de copains, mes parents peuvent pas m'aider, etc. Et là, à ce moment, si c'est pas l'entreprise, c'est les élèves qui se mettent à devoir payer eux-mêmes. Et en fait, on va allonger le délai de rétractation pour pouvoir faire en sorte que s'ils ne trouvent pas d'entreprise, eh bien, ils puissent se dénouer de l'école et pas être obligés de payer à la place d'une entreprise les frais de scolarité. Et enfin, on va permettre de décontractualiser par année. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on s'inscrivait dans certaines écoles, non seulement on devait payer l'année, mais on signait d'emblée pour 2, 3, parfois 4 ans. Et donc, quand on voulait quitter, il fallait payer l'intégralité des frais de scolarité sur la durée du contrat. Enfin, vous pouvez dénouer un contrat de téléphone mobile tous les ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur un contrat avec une école. Et donc, avec tout ça, on va inciter nécessairement à l'amélioration de la qualité. Sinon, ils vont massivement perdre des clients, puisque c'est comme ça qu'ils les traitent. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Emmanuel Grégoire. Vous avez donc déposé cette proposition de loi. On espère vous revoir ici sur ce plateau pour en reparler et pour faire en sorte que les choses bougent pour nos étudiants français. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Émilie Glisson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Émilie. Merci de revenir 7 ans après un énorme carton, un livre que vous avez certainement lu, ou en tout cas
courez l'acheter si ce n'est pas le cas. Tête drôle de Coco, un ouvrage qui mettait en scène le quotidien d'un jeune homme autiste. Couronné d'un prix, redites-moi le nom du festival dans lequel... C'est le festival d'Angoulême, un peu le Cannes de la BD. C'est ça, c'est clairement le Cannes de la BD. Et là, vous revenez avec un autre ouvrage, Les Gugus en vacances, paru aux éditions Atrabile. Alors là, on est dans une autre histoire. Hein. C'est toute la famille Gugus qui part en vacances, donc on les imagine tous. Et franchement, les dessins sont dingues. Je vais y revenir. Hein. Regardez-moi cette couve déjà. Elle est magnifique. Et ça aussi, c'est Emily Gleeson, l'auteur. Donc l'autrice à la fois des textes et des dessins. Boris, Doris, Balou, Elena, Ted partent en vacances. Ils ont tout, hein, les vacances, les images plein la tête, les valises, la totale, etc. Sauf que Ted s'est enfermé dans les toilettes. Ça commence comme ça. Dès la première page, il y a un problème. Ouais. Je me suis beaucoup inspirée de la loi de Murphy ou de scénarios de dégringolade, on peut dire, où si quelque chose va mal, rien n'ira bien par la suite. Et tout est inspiré de faits réels. Je peux peut-être l'avouer, l'incinérer, l'incinérer, l'insérer peut-être. Et voilà, oui, j'ai fait un virelangue. Mais c'est pas mal, pourquoi pas l'incinérer, peut-être le prochain bouquin. En tout cas, vous retrouvez ici effectivement un thème qui vous est cher, effectivement l'autisme, tout ça avec humour, avec fantaisie. On disait même, certains reprennent le mot loufoque. Peut-être que j'irai pas jusque là. En tout cas, c'est un travail vraiment très saisissant, très drôle, cynique, explosif sur ce qui est évidemment une famille, parce que c'est ça aussi, hein, une famille, c'est pas toujours une famille où tout le monde s'entend bien, a la même façon de penser, a les mêmes habitudes, encore moins en vacances, et on le sait. Et puis, avec ce petit Ted qui nous fait pas mal de revirements, c'était important pour vous de mettre justement en scène le quotidien de cette famille-là? Oui, évidemment. Ça répond donc à Tête drôle de Coco, qui est sorti il y a 7 ans déjà. Il y a un peu cette question où, lors des dédicaces, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient me voir, qui me confiaient à eux le quotidien d'un frère ou d'une sœur d'une personne autiste, qu'elle soit bipolaire, schizophrène ou avec d'autres troubles. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut peut-être que je fasse un travail d'introspection et que j'arrive maintenant à raconter d'un autre point de vue ce que c'est que d'être dans une dynamique familiale avec un enfant autiste. Et alors, ce travail d'introspection, vous l'avez fait comment? Ça a été très très dur. En thérapie d'une part, mais de l'autre, ça a été donc... En vrai, si vous voulez savoir la jeunesse de ce livre, je voulais faire un livre sans prise de tête, vraiment fun, avec toutes les anecdotes familiales, pour mes parents, encore une fois, et cette idée de tourner les pages et de rire à chaque blague sur des anecdotes qu'on avait vécues. Puis au fur et à mesure, en fait, en s'inspirant, et c'est ça qui est la magie de la BD, je trouve, c'est que quand tu crées un personnage inspiré de quelqu'un de vrai, tu le vois sous un autre angle, tu vas te l'approprier. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu décousu ma mère, mes frères et mon père notamment, mais surtout l'ado que j'étais et que j'ai enfoui et enterré pour le coup, jusqu'à cette BD. Non, elle est renée de ses cendres là-dedans. Voilà, exactement, cette BD renée de ses cendres. Comment justement votre famille a pris cet ouvrage? Très bien, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans tout ce que je fais. Même... alors ils ont eu peur, je dois avouer. Et qui a votre humour? Oui. L'humour ne vient pas de nulle part. Je suis la petite pomme tombée d'un pommier. J'ai fait le travail de lire avec eux les avancées, sans leur dévoiler la fin. Il y avait un peu ce côté de « je veux que vous la découvriez quand même ». Je savais même pas à la fin moi-même en faisant la bande dessinée, sachant que je suis un peu loufoque ou bordélique dans ma manière de travailler. Mais je pense qu'ils ont une lecture biaisée dans le sens où ils la voient vraiment plus comme un album photo qu'une narration fictive en tant que telle. Réprimer les émotions, c'est souvent ce qu'on lit ou ce qu'on entend à l'encontre des personnes autistes. Et puis aussi des frères et sœurs, parce que finalement, c'est compliqué de pouvoir en parler, mais en tout cas de pouvoir parler des émotions justement que l'on ressent, qui sont un peu indescriptibles, incomprises. Oui. C'était très très dur pour moi dans le sens où je pense que toute ma vie j'ai grandi avec un sentiment de déséquilibre ou d'injustice peut-être vis-à-vis de mon frère, à l'intention, aux besoins intensifs qu'il prenait vis-à-vis de mes parents, et ça c'est quelque chose que j'ai voulu montrer avec donc le personnage de la sœur et celui du tout petit frère. Ou dépendamment du genre aussi, quand tu es la première de la fratrie de l'Adelphi à naître, j'étais un peu la deuxième maman qui devait s'occuper de tout, qui devait, c'est comme ça que je l'ai vécu du moins, mais ne pas avoir de problème, d'être la plus discrète qui soit. Et mon tout petit frère, je le vois un peu comme un coq qui au contraire voulait être parfait, voulait exceller dans tout ce qu'on lui demandait de faire, dans cette même optique de ne pas créer de remous au sein de la famille, je pense.
Et donc c'est en ça que vraiment je me suis dit il faut au maximum montrer les différentes constructions sociales et émotionnelles des frères et sœurs dans une Adelphi pareille. Ça vous a permis aussi de prendre un chemin complètement différent. Vous imaginez peut-être par moment, en tout cas dans votre travail d'introspection, vous avez imaginé qui vous seriez aujourd'hui sans ce frère à vos côtés? Oui, je lui dois énormément et c'est en ça que ce livre m'a aussi fait beaucoup de bien, tout comme Ted, qui m'a permis de découvrir Ted à travers son regard et en me mettant dans ses chaussures. Mais là, j'ai réalisé à quel point je pense que je n'aurais pas la même émotion, pas la même empathie, pas la même vision du monde, dans une logique en fait qui est la sienne, qui est propre à lui et que je crois que il m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que notre société est malade, je pense, sans rentrer dans les détails et qu'il y a de la beauté partout, quoi. Et en ça, je lui remercie. La beauté et puis de la laideur aussi très drôle. Il y a des personnages, mais des images à mourir. Je ne sais pas si on arrive bien à voir à l'antenne, mais c'est des personnages qui sont fantastiques, qui expriment tellement de choses. C'est dur, je trouve, dans les dessins de retrouver. Rien qu'en les voyant, on se marre. Bon, déjà, vous parlez de Suisse parce que les éditions Intramuros sont suisses, mais excusez-moi, c'est sont très français, quoi. Oui. Pas content, jamais content, las de tout. Enfin, voilà, on les ressent, quoi. Oui, mais ce qui est important avec Ted, c'est que Ted a une tête avec juste 2 points. Il n'a aucune émotion et c'est donc caricatural, mais il y avait ce côté où j'ai construit ce personnage ainsi, parce que mon frère notamment a dû prendre des cours de théâtre, d'habileté sociale, pour comprendre les émotions, les ressentis. Et donc je me suis dit, dans ce tome 2, dans cet opus 2, ce que je voulais, c'était exploser au maximum les expressions, car je dessine par plaisir, mais j'adore, on va dire, déformer le corps humain, et je trouve que ça passe aussi par le visage. Et donc là, je me suis bien fait plaisir, ouais. Comment vous pouvez décrire l'évolution aussi, le parcours de votre frère, justement, à travers toutes les rencontres qu'il a pu faire aussi pour peut-être être aidé à l'apprentissage, par rapport à ses camarades, à la famille? Quelle place on prend dans ces cas-là? Le parcours de mon frère a été assez chaotique. Il a été diagnostiqué assez tard, donc à 15 ans, et ça a été 15 ans de... j'essaie par métaphore de parler d'un Rubik's Cube qu'on essaye vraiment de faire rentrer dans des cases et qui ne fonctionnent pas. Pardon, mais je rebondis sur ce que vous dites. À 15 ans, parce que vous pensez que lui-même a voulu masquer cela pendant longtemps? Pas du tout, non, c'est juste qu'il y avait un désert, pas médical, mais que mes parents ne savaient pas où chercher, ni quoi. On disait qu'Asperger était une mode américaine à l'époque. Il y a eu vraiment, non pas un non-dit, et je ne peux pas parler pour mes parents, mais ça a été un énorme travail d'essayer de comprendre leur fils. Et c'est via des associations, surtout au Canada, que ce sont des mères de famille, c'est très commun de retrouver ça, qui se regroupent entre elles pour démêler en fait, des choses dont on ne parlait pas, à savoir l'autisme, il y a 10 ans, on n'en parlait pas comme maintenant. Je pense que les médias, la pop culture se l'est beaucoup réapproprié via des personnages hauts en couleur. Mais il y a eu un énorme gap entre la sortie de Ted et ce livre-ci aujourd'hui. Asperger, comment ça se passait à l'école pour lui? Ça a été horrible. Enfin, j'en parle un peu dans Ted. Ça a été, je pense, la partie la plus dure à dessiner parce qu'on la vit en tant que spectateur, mais c'est la chair qui est touchée, quoi. Et donc ça a été terrible et c'est une période qui le trouble encore aujourd'hui. Oui. Surtout quand on connaît les capacités qu'on peut avoir quand on est un enfant Asperger. C'est vrai que c'est très difficile avec les résultats. Il y a toujours cette logique de résultats qui est compliquée, de notes, de notation, de vision. Oui, c'est pas du tout le même temps, ni la même manière d'apprendre, de comprendre les sociabilités. Enfin, le collège est le pire endroit pour une personne autiste, je pense. Les émotions, lui, il a réussi à vous en parler récemment ou pas? Il a réussi à partager cela avec vous? Oui, si vous voulez une anecdote, ce qui a été le plus fort, c'est que je la lisais avec un membre de ma famille, mon frère se trouvait à côté, et le rire que procure cette BD, car je pense qu'il y a beaucoup d'humour et c'est aussi l'important de mon travail, il a pris ça pour de la moquerie. Et donc la dernière grosse conversation qu'on a eue, c'est d'expliquer la différence entre rire et moquerie. Et ça a été très fort entre nous. Très fort, puis un sujet d'actualité aujourd'hui. Oui, aussi. Oui. Tellement de pouvoir justement à la fois rire de tout. C'était une grande question qu'on se posait. Avec qui, comment, et notamment là, je pense qu'il n'y a jamais eu de moquerie vis-à-vis de mon frère dans mon travail. La lecture, les livres, c'est une façon toujours aussi de garder ce lien très fort, bien entendu, avec les siens, et puis avec tous ceux qui vous lisent aujourd'hui. Donc ça veut dire beaucoup de messages, j'imagine que vous avez. Oui, c'est incroyable. Alors les réseaux, il y a cette beauté en ça.
fois où j'ai encore des retours, 7 ans plus tard, et même maintenant pour ce livre, de gens qui se retrouvent en tête, qui se retrouvent dans les personnages de la famille, alors que je pensais à une époque être vraiment la seule à vivre ça. Et c'est ça qui est fou, c'est ce partage qui montre que par la parole, en fait, on libère déjà beaucoup, mais ça permet de rassembler aussi. Ouais. Émilie Glisson, merci d'être venue sur le Grand JT pour nous parler des Gugus en vacances, paru aux éditions Atrabile. Voilà, vous l'avez remarqué, hein, à la fois très drôle, une bande dessinée à mourir de rire, complètement loufoque, et en même temps qui parle de sujets forcément, comme dans tout, hein, c'est à ça que sert l'humour, de sujets importants, de sujets qui nous touchent, et puis de sujets peut-être qu'on connaît un peu moins et qui sont essentiels. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Aujourd'hui, dans le panorama, je vous emmène à la Cinémathèque française pour parler de cinéma, évidemment. Dans le 12e arrondissement de la capitale, il y a une exposition qui est accordée à un réalisateur. Quel réalisateur? Wes Anderson, près de 30 ans de carrière, plus d'une vingtaine de films à son actif à 55 ans. L'Américain tient enfin sa première exposition rétrospective. Nos confrères de France Inter ont 100 partenaires. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. On aura la chance à la Cinémathèque ici de pouvoir voir vraiment absolument tous les accessoires de films. Comme on sait, il a un souci absolu du détail. Non seulement les costumes, les objets du quotidien, les objets complètement délirants comme les vendeurs de Asteroid City qui permettent d'avoir du martini en plein désert. Ou certains objets cultes. L'exposition, c'est vraiment l'occasion de faire un arrêt sur image sur toutes ces petites pépites, sur tous ces trésors, faits par Wes Anderson et ses équipes. Welcome to the fantastic world of Mr. Fox. Voilà, on ne vous en montre pas plus, mais cette exposition, c'est aussi l'occasion de revenir sur le travail réalisé par Wes Anderson depuis 3 décennies. Une exposition parfaitement millimétrée à l'image de son travail, finalement. Une exposition chronologique. On part de ses premiers pas comme réalisateur dans les années 90 avec Bottle Rocket, jusqu'à ses opus les plus récents. Vous en avez vu un extrait, c'était Asteroid City. Et on passe évidemment par les plus flamboyants, les plus récompensés à travers le monde. Là aussi, vous l'avez vu, de Grand Budapest Hotel, pour ne pas le nommer. Ce qui caractérise l'ensemble des films de Wes Anderson, c'est le sens du détail qu'il y accorde dans ces mondes imaginaires. D'abord, on peut penser à cette petite ville dans Nuit sur Blasé, dans The French Dispatch, ou l'île de New Penzance dans Moonrise Kingdom, des lieux créés de toutes pièces, loin des studios et des fonds verts pour la plupart, et des décors habités par des objets là aussi toujours plus ancrés dans le réel, du mobilier en grande quantité, des petites reliques, des journaux, des livres. On voit aussi ces petits détails qui font notre quotidien, celui des personnages que Wes Anderson dépeint. Voilà ce qui fait sens et ce qui a toujours été son moteur. De mon point de vue, je veux faire des personnages qui aient un lien avec ma propre expérience, ma famille, mes amis. Et je sais que le monde du cinéma, le monde des films, semble être entièrement concocté. Il y a un petit peu de fantasme, ce sont des fables. Mais jusqu'à un certain degré, chaque film, c'est est-ce que veut faire une simulation proche de la réalité ou est-ce qu'ils veulent simuler quelque chose d'autre? Et je dirais que d'ordinaire, lorsqu'on fait un film, on ne sait pas exactement ce que ça doit être jusqu'à ce que chaque décision soit prise. Mais je ne veux pas que mes films soient séparés de la réalité, mais dans le même temps, je veux inventer quelque chose de nouveau. Des films inséparables de la réalité, du réel, des personnages donc que l'on suit littéralement à la trace dans les œuvres de Wes Anderson, et tout ça grâce à une manière bien particulière de les filmer. Régulièrement, il s'adresse à nous à travers des regards calmes, très intelligemment utilisés, une manière de briser le mur, là encore, entre la fiction et la réalité, être dans une certaine proximité entre le personnage et le spectateur, et tout naturellement, il y a un lien qui se crée, on suit les aventures de chacun, on y prend part aussi avec des travelling que là aussi Wes Anderson maîtrise à la perfection. Différents plans plus ou moins rapides, mais toujours dans une quête de la symétrie. C'est aussi là la grande caractéristique du cinéma andersonien. Pour mieux le comprendre, d'ailleurs, un atelier à destination des plus jeunes de 9 à 14 ans propose d'explorer ce cinéma en plus de l'exposition, une mise en scène d'une situation inspirée des œuvres de Wes Anderson en jouant sur ses codes stylistiques, notamment la valeur des plans
ou les mouvements de caméra. Des enfants qui sont très présents dans le cinéma d'Anderson. Dans Moonrise Kingdom, par exemple, on suit la fuite amoureuse de Suzy et Sam, des enfants qu'il a fallu sélectionner rigoureusement. La sélection et la rigueur, 2 mots très importants pour le réalisateur. Avec ce film, on avait ces personnages d'enfants. Et quand on fait un casting d'enfants, automatiquement, il faut les découvrir. Vous n'êtes pas capable de découvrir quelqu'un ou de prendre quelqu'un, une vedette parmi une liste d'enfants. C'est le processus de découverte. Mais dans le cas d'un film où l'un d'entre eux est un peintre, l'autre écrit, comme tout film, comme Benicio del Toro joue le peintre dans l'envoyé spécial français, il faut vraiment faire un casting de peintre. Benicio. Mais il fallait aussi filmer sa main en tant que peintre. De même, avec ce film, et dans ce cas-là, il y avait des lettres de cette petite fille, et les lettres sont montrées, et montrées encore et encore. Et je voulais qu'elle ait une bonne écriture, une écriture de l'époque, des années 60. Pour les années 60. Et donc, on a fait une sorte de casting des écritures d'enfants. Et on a eu une sorte de compétition pour des peintres de 12 ans. Et on a trouvé des peintres merveilleux, âgés de 12 ans. Et ces tableaux sont dans l'exposition. En fait, pour beaucoup, Wes Anderson est encore un grand enfant, mais quel réalisateur de cinéma ne l'est pas, à jouer des codes et artifices, à faire ce qu'il veut de ses personnages et des histoires qu'il raconte. Du début à la fin de cette magnifique exposition, on en prend plein les oreilles, plein les yeux également. Et pour ceux qui ne seraient pas rassasiés avec cette rétrospective, Wes Anderson revient bientôt dans les salles obscures avec une comédie d'espionnage, The Phoenician Scheme, bande-annonce. At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Jaja Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's 6th recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl. I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later. Why? It's been 6 years since our last meeting. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying. I'm saying I'm not saying. Voilà, encore une fois, on s'arrête là pour l'extrait du prochain film de Wes Anderson. Il faudra attendre le 28 mai pour le visionner au cinéma, mais quelques privilégiés pourront le voir un peu en avance puisqu'il sera présenté en compétition officielle du 78e Festival de Cannes. Wes Anderson en avait déjà fait l'ouverture avec Moonrise Kingdom, c'était en 2012, et était en sélection officielle aussi avec Asteroid City en 2023. Wes Anderson, un nouveau film bientôt au cinéma et une exposition donc à la Cinémathèque française. Foncez-y, c'est jusqu'au 27 juillet, tous les jours, sauf le mardi. Merci Adrien, tout de suite c'est le Zap. Vous avez longtemps été éducateur spécialisé? Oui, une bonne quinzaine d'années. Pourquoi vous aviez choisi ce métier? Alors je crois qu'à la base, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants et des adolescents qui souffraient de troubles de comportement et de la conduite. Et je pense que moi-même, je souffrais de troubles de comportement et de la conduite d'une manière différente. Mais en tout cas, je pensais être à l'écoute et en lien avec eux. Ça a été vraiment la chose qui m'a incité à entrer dans ce beau métier, hein, compliqué mais beau. C'est vrai que ce qui frappe en vous lisant, c'est que ces enfants, ces adolescents que vous décrivez, au mieux ils sont intenables, au pire ils sont ingérables, mais vous êtes, j'allais dire, inconditionnellement de leur côté. Parce qu'ils sont touchants aussi. Ils sont touchants, ils sont dans une mer de noir, très souvent. Hein. Ils ont vécu des choses qu'on ne souhaiterait à personne de vivre. Et ils se retrouvent dans une situation où l'éducateur est le seul référent. À un certain moment, tout le monde les abandonne parce que leurs réactions sont inadaptées, inappropriées. Et là, c'était vraiment ce qui me plaisait, ce côté de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir les rendre curieux. C'était ça mon objectif de travail lorsque j'étais éducateur. Et c'est de cette première expérience que vous aviez tiré, Mobilette, Superbe roman, paru en 2021. J'ai oublié tous les prix que vous aviez gagnés, mais bref, il y en a eu plein à l'époque. Oui, il y en a eu quelques-uns. Notamment Stanislas, à Nancy, ouais. Ouais, voilà. Et qui était habité par cette expérience-là. Il y avait une énergie complètement dingue. Oui, absolument. J'avais des choses à dire. J'avais envie à la base, dans Mobilette, de présenter ces enfants et ces ados pour ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, pas uniquement des délinquants, pas uniquement des jeunes violents, mais des jeunes qui sont perdus, des jeunes qui essaient de survivre
des jeunes qui se retrouvent dans des groupes à l'internat, dans des foyers où le groupe est dur, où le jeune est parfois perdu à l'intérieur et où les difficultés s'accumulent et où ils veulent s'en sortir, pour certains, pour d'autres un peu moins. Qu'est-ce que ça fait, Ling? C'est quand même une très belle aventure familiale, d'abord. Oui, et puis surtout, Ling répond à une problématique qui est une problématique de plus en plus fréquente, qui touche toutes les classes sociales, qui touche la ville ou la ruralité. Donc c'est un problème qui est vraiment omniprésent aujourd'hui dans notre société. Et là, vous annonciez des chiffres. On a une enquête récemment en classe qui est sortie, qui donnait 31% donc, des jeunes lycéennes qui avaient eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Donc c'est bien plus que 1 sur 7 en fait. Ouais. Et une autre étude donnait 52% des jeunes qui développaient un trouble anxieux ou dépressif dans les 11-15 ans. Donc on est sur un phénomène qui est très grave. Nous, on l'a vécu en direct et on se rend compte en tant que parents à quel point on est démunis quand on est face à ces situations. On ne sait pas comment gérer ces situations parce que c'est juste pas simple à gérer en fait. Donc on a peu d'accompagnement, on a peu de guidance et surtout le problème c'est qu'on intervient très tard, c'est-à-dire qu'on intervient une fois que le jeune est mal. Et ça c'est pas forcément la bonne méthode. Pour nous, on doit développer des axes de prévention, on doit être très proactif sur le bien-être et la santé mentale des jeunes. C'est dès le plus jeune âge, on leur parle de bien-être. On leur dit voilà, faites attention à vous. Vous disposez tous d'un capital santé mentale, vous devez en prendre soin, vous devez l'entretenir justement pour, quand vous êtes confronté à des situations difficiles, que ça ne vienne pas perturber votre vie de manière profonde. Parce que vous avez des appuis, vous avez des piliers sur lesquels vous pouvez compter. Et Ling, c'est ça, c'est le lien entre le jeune et son entourage adulte qui doit l'aider, l'accompagner, le renforcer pour traverser des épreuves que tout jeune traverse et ça fait partie de la vie. On est en 2025, pas une semaine sans qu'on évoque justement cette phobie scolaire. On en a beaucoup parlé effectivement pendant le Covid, le confinement. L'un de vos ouvrages, École quand la phobie prend le dessus aux éditions Josette de Lyon, ouvrage qui date de 2016. Et là, vous me dites que votre association est née en 2008. Oui. C'est-à-dire que vous avez identifié depuis un moment déjà effectivement ce phénomène. Alors ce phénomène est ancien. Il y a une psychologue qui a fait une thèse sur la phobie scolaire qui travaille à Bordeaux. C'est lié depuis que l'école est devenue obligatoire. Donc au début du XXe siècle, on ne mettait pas le nom, mais le phénomène existait déjà. Il s'est généralisé avec l'école obligatoire à tous les enfants, puisque statistiquement, il y a plus d'enfants, donc plus de risques d'avoir des troubles anxieux. Et ces troubles anxieux, justement, comment ça se manifeste, justement, cette phobie scolaire? J'imagine qu'il y a plein de cas, mais je ne sais pas s'il y a des symptômes, qu'on peut résumer. C'est complexe, il y a plein de manifestations possibles. Ça peut arriver du jour au lendemain, très brutalement, sans que les adultes, parents, enseignants aient vu quelque chose, ou ça peut être progressif, avec quelques absences perlées, quelques difficultés. Équilibrer les comptes, équilibrer nos vies, préparer l'avenir, en profiter pour ne pas devenir trop con, pas davantage que nous ne l'étions déjà, faire rire les enfants, rire des enfants, profiter de nous. Je vous cite, c'est un extrait de... Oui, j'espère bien que vous avez reconnu, mais je précise pour les gens qui nous regardent. C'est quoi pas... Ils n'ont peut-être pas encore appris par cœur, c'est ce que je veux dire. C'est quoi pas devenir trop con? Eh bien alors ça, voilà, c'est bien compliqué. Non, mais vous avez remarqué que j'ai chopé le truc compliqué de la question. Mais déjà, je pense qu'avoir de l'humour, c'est déjà ne pas être trop con. Ensuite, on est toujours le con de quelqu'un. On dit, mais voilà, garder son humour. Moi, de l'humour, j'en ai depuis le départ. Depuis cette adolescence un peu farfelue, ça a été un peu ma carapace, ma manière de me protéger, ma manière de pouvoir rire de tout, avec moi-même déjà, ni avec les autres. Et c'était un peu ça, quoi. Et on a profité de ça, de ne pas être trop con, de ne pas se laisser avoir par le fait d'avoir des enfants, mais de continuer avec eux à faire ce qu'on faisait avant, quoi, et de le faire en mieux. Bien sûr, la maladie a mis non pas un terme à tout ça, parce que je continue, et j'ai continué à ne pas être trop con, j'espère, et à rire avec mes enfants, mais c'était vraiment une philosophie de vie, quoi. C'était de garder ces choses-là, ces petites valeurs, ces petites blagues, c'est tellement important. Pour celles et ceux qui nous regardent, nous écoutent et ne savent pas forcément ce que fait Ling, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette application? Alors Ling, il y a deux côtés dans l'application. Il y a un côté pour les jeunes qui est vraiment une safe place qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Donc par exemple, ils vont avoir un calendrier émotionnel pour noter leur humeur, leur alimentation, leur fatigue tous les jours, garder un suivi vraiment de comment ils vont. Ils ont un journal intime, ils ont un compteur de sobriété pour les addictions. Il y en a beaucoup aujourd'hui, leurs addictions, que ce soit fumer, l'alcool, la scarification. Il y a énormément de jeunes qui sont face à ce genre d'addiction. C'est des sortes de challenges, ils peuvent se fixer des objectifs sur l'application. Ils ont plein de fonctionnalités
qu'ils peuvent utiliser seuls au quotidien pour prendre soin d'eux. Et l'autre côté, c'est le côté pour les adultes de confiance. Du coup, on parle de parents, on parle donc de tantes, vraiment des adultes proches, ce ne sont pas des inconnus, avec lesquels ils peuvent se connecter sur l'application et ils ont des fonctionnalités croisées ensemble. Donc par exemple, la mise en place de contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en psychologie et en psychiatrie, et même en soi dans les entreprises un peu partout. C'est chacun va prendre un engagement pour responsabiliser, on va dire, les deux parties et avoir les meilleurs résultats venant du jeune. Ils peuvent s'organiser des activités directement dans l'application. Le jeune peut aussi partager toutes les informations qu'il souhaite de sa safe place à son adulte de confiance. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'est ça. Et en fait, donc par exemple, s'il veut partager son calendrier émotionnel à son adulte de confiance, il peut. D'accord. Il n'est pas obligé. C'est lui qui est maître de ces informations. Donc vraiment, c'est recréer ce lien, on va dire, dans un premier temps en le digitalisant pour qu'après il soit plus fluide dans la vraie vie. Ça touche aussi bien les bons que les mauvais élèves? Le constat qu'on fait, en tout cas les parents qui nous contactent, et on a plus de 15 000 parents sur notre groupe Facebook privé actuellement, c'est quasiment tout le temps des bons élèves, voire des très bons élèves. Alors on ne l'explique pas, on le constate, mais c'est très souvent le cas. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas le sujet, on pourrait se dire, voilà, lui, il ne comprend pas bien, il y a une ou deux leçons qu'il n'a pas ciblées. On a fait il n'y a pas longtemps encore une émission sur les mathématiques, avec ce blocage qu'il peut y avoir parfait, ou la poésie. On embrasse bien sûr les profs de français qui nous font réciter. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ces blocages, et tu te dis, bon, peut-être que ça peut être l'épiphénomène qui fait qu'ensuite, après, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Mais vous me dites... Pas souvent. On a plus souvent le cas avec justement des HPI, des HPE. Et du coup, ça nous dessert, enfin nous les familles, parce que les enseignants disent, mais il n'y a pas de problème à l'école, il a des bonnes notes. Or, c'est pas parce qu'il a des bonnes notes qu'il n'a pas des troubles anxieux qui sont des fois, il met un masque à l'école et ça ne se voit pas, c'est ce qui est difficile. Mais il y a des véritables troubles anxieux. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui, Alice Pitavi, le son Sully, le maquillage Emma Raza-Fendra-Lambeau, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao.